Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et très heureux de vous retrouver ce soir dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous avez tous suivi le 27 juin dernier à Washington. La ministre d'État à ma droite était successivement au département d'État avec ses homologues américains et rwandais pour apposer la signature sur un document historique qui marque l'ouverture du retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et qui vient boucler plus de 30 ans de conflits récurrents. Ce document a été le fruit de beaucoup de discussions, des négociations. Le processus, il a duré beaucoup de temps, mais nous sommes arrivés à ces points qui nous permettent aujourd'hui de regarder les perspectives de la paix, du retour des déplacés, des réfugiés, parce que c'est d'abord pour nos populations qu'il y a eu tous ces déploiements portés par le président de la République lui-même. Madame la ministre d'État, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de vous associer de nouveau à cet exercice de redevabilité qui était très attendu. Bien au-delà du travail que vous avez fait à Washington, il y a un besoin pour le public congolais ce soir de vous écouter de manière pédagogique pour nous expliquer tout ce qui a été convenu, du préambule aux articles, mais aussi les parties annexes pour comprendre que tous les intérêts de la République démocratique du Congo ont été pris en compte de bout en bout. Mais bien avant que je ne puisse vous donner la parole, Excellence Madame la Ministre d'État, je voudrais qu'on revienne, parce que le Président de la République lui-même a eu l'occasion de revenir sur l'importance de cet accord à l'occasion de son discours du 30 juin pour les 65 ans de notre indépendance. Donc, en accord avec la technique, on va écouter le Président de la République. Je tiens toutefois à réaffirmer avec clarté les lignes rouges de mon action. Les ressources de la République démocratique du Congo ne seront jamais bradées ni livrées à des intérêts obscurs. Elles bénéficieront avant tout au peuple congolais. Aucun compromis ne sera toléré en matière de souveraineté économique. La République démocratique du Congo ne vendra ni son avenir, ni sa dignité. Voilà un extrait du discours du président de la République qui revenait notamment sur la partie économique dont il a été question, mais la partie économique qui viendra évidemment dans les 3 mois qui suivent l'application de cet accord. Madame la ministre d'État, bonsoir à nouveau. Les Congolais sont particulièrement mobilisés sur cet accord. Beaucoup de choses ont été dites depuis les 27 janvier, mais ce soir avec vous, nous voulons faire cette première communication de lancement parce qu'il y en aura plusieurs, y compris en langue nationale, pour que les uns et les autres puissent comprendre l'importance de ce document. Et je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs, mais aussi pour la présentation de l'accord à partir de son préambule, de ses différents articles, mais aussi un commentaire sur les annexes. Ce n'est qu'après qu'on pourra prendre les questions des professionnels des médias ici mobilisés. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Et évidemment, merci beaucoup, Mesdames et Messieurs de la presse, pour votre intérêt continu. En effet, je vous remercie sincèrement d'être présents aujourd'hui. Nous nous trouvons à un moment charnière pour notre pays. Comme vous le savez, le 27 juin dernier à Washington, nous avons signé un accord de paix historique avec la République du Rwanda, et ce, sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Et au-delà de la signature, évidemment, parce que cet accord nous concerne, nous en particulier en République démocratique du Congo et plus précisément les populations à l'est de la République démocratique du Congo, il y a un besoin urgent de compréhension. Et nous avons une responsabilité, évidemment, d'expliquer cet accord et de fournir en toute transparence plus de détails, plus d'amples détails sur cet accord et ce qu'il prévoit. Évidemment, tout cela en harmonie et en pleine cohérence avec les orientations et les instructions qui nous ont été données par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et comme vous l'avez entendu dans l'extrait de son discours à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, en ligne avec ces principes qui nous ont orientés dans la négociation et dans la signature de cet accord de paix. Alors juste pour vous rappeler un peu l'historique et le chemin qui a été parcouru et qui a conduit à la signature de cet engagement, comme vous le savez tous, le tout a commencé le 25 avril
dernier à Washington, D.C., quand nous avions la signature de la déclaration des principes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, étape qui a été justement signée par les deux ministres des Affaires étrangères respectifs, et ensuite qui a été suivie d'une série de négociations et de pourparlers au niveau de nos experts techniques qui ont effectué une série de rencontres à Washington et sous d'autres formats. Et donc le 18 juin, nous avons eu un projet d'accord final qui a été paraphé par nos experts qui étaient à Washington et donc qui traduisait les principes de la déclaration de principes signée le 25 avril, notamment le retrait des forces rwandaises, l'activation du concept d'opération conjointe ou du CONOPS et le retour encadré des déplacés dans les zones affectées. Et enfin, le 27 juin, donc la semaine passée, j'ai signé au nom de la République démocratique du Congo l'accord final avec mon homologue rwandais en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. À l'issue de cette signature, nous avons été reçus à la Maison-Blanche, je pense que vous voyez les images, par le président Donald Trump qui a salué le courage politique et qui a exigé de manière très explicite aussi le respect de cet accord. Ce processus se poursuivra dans les semaines à venir avec un sommet de haut niveau prévu entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Paul Kagame, toujours sous l'égide de la médiation américaine et prévu à Washington, D.C. Je tiens à être clair avant de me pencher sur l'accord même et ses différents chapitres et articles. Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets. La cessation des hostilités, le retrait des troupes étrangères, la fin du soutien aux groupes armés, qu'il s'agisse du M23 ou d'autres, la neutralisation des menaces résiduelles et le retour durable de la paix dans l'est de notre pays. Je reviendrai dans un instant sur le contenu détaillé de cet accord, mais je voulais d'emblée poser ce cadre et nous donner une compréhension partagée. Alors, mesdames et messieurs, si nous nous penchons sur d'abord le préambule de l'accord, je sais que très souvent, c'est la première page qu'on aime tourner et passer sans trop s'y appesantir, mais quand même, je pense que c'est quelque chose de très important. La préambule nous rappelle que les boussoles, et plutôt le préambule est la boussole politique de l'accord. Il définit l'esprit, les principes et les valeurs qui nous engagent. Vous allez vous rendre compte que dans ce préambule, on réitère justement l'attachement aux principes du droit international, aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, à savoir la résolution 2773, mais aussi aux efforts régionaux de médiation sous l'égide de l'Union africaine et aussi de la SADC et de la CIRGL. Le préambule reconnaît aussi le rôle des États garants, à savoir celui des États-Unis d'Amérique, qui ont facilité cette démarche avec constance et conviction. Il exprime aussi la reconnaissance de tous les partis à ceux qui ont permis que le dialogue prenne le pas sur la confrontation. Et très souvent, on pose la question justement, est-ce que le préambule n'est pas juste quelque chose de symbolique? Et pourquoi est-ce qu'on doit y accorder tant d'importance? Et la réponse est claire. Le préambule n'est pas une simple formalité. C'est le fondement politique et éthique de tout ce qui suit. Il nous dit pourquoi nous avons signé, il encadre l'interprétation de chaque article et il nous donne une clarté sur, au cas où il y aurait une divergence, le sens d'un article, la manière d'appliquer une disposition et justement comment est-ce qu'on peut avancer dans la mise en œuvre et quels sont les fondamentaux de cet accord. Et donc c'est là que sont inscrits les principes, les repères, la direction à suivre et en fait c'est une sorte de conscience, si vous voulez, de l'accord. Évidemment, du côté de la RDC, nous nous réjouissons énormément du fait que la résolution 2773, première résolution en plus de 20 ans qui reconnaît explicitement le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo, soit évoquée explicitement dans ce préambule, parce qu'encore une fois, ça nous donne un cadre très clair sur la nature du conflit que cet accord de paix est appelé à résoudre. Tout à fait.
Est-ce qu'il y avait quelque chose à dire sur le préambule? Non, allez-y. Je continue? Très bien. Alors, nous sommes ensuite au premier chapitre, les dispositions générales. Bon, justement, ça, c'est un peu les fondations juridiques. On ne va pas trop se pencher là-dessus, mais je voudrais quand même insister sur le fait que ce chapitre précise que les engagements qui sont pris sont contraignants. Et ça, c'est très important. Autrement dit, ce n'est pas un protocole d'intention. On n'a pas signé pour dire on va essayer de faire un peu, et puis si ça ne marche pas, ce ne sera pas la fin du monde. Non, ce sont deux États responsables qui ont pris cet engagement et qui ont aussi pris l'engagement d'une redevabilité pour être responsabilisés en cas de lacune, en cas de manquement dans l'exécution de leurs responsabilités qui leur incombent dans le cadre de cet accord. Et donc ce chapitre rappelle également que l'accord s'inscrit dans le cadre des efforts régionaux et internationaux existants, notamment la résolution 2773, donc encore une fois, on a une référence à cette résolution, et les cadres de la CIRGL, de la SADC et de l'Union africaine. Et donc ce qui est important, c'est aussi de comprendre que l'accord s'inscrit dans une complémentarité de tous ces instruments qui existent déjà. Il n'est pas là pour dire que la CIRGL ne compte plus, il n'est pas là pour dire que tout ce qui a été fait sous l'égide de l'Union africaine, la SADC ou l'AEAC ne compte plus, mais il vient se greffer à ces efforts et s'inscrit dans une logique de complémentarité et contribue justement à renforcer, à structurer et à contribuer aussi aux efforts communs qui ont déjà été amorcés dans le cadre d'un souci d'une stabilisation durable de la région des Grands Lacs. Ce qui est important aussi dans ce chapitre, c'est qu'il précise que la mise en œuvre de l'accord devra respecter la souveraineté pleine et entière de chaque État. Et je pense que ça, c'est une question à laquelle nous tenons énormément en République démocratique du Congo. Je sais qu'il y a eu beaucoup de préoccupations sur cet accord. Il y a eu beaucoup d'interprétations aussi erronées ou un peu simplifiées de l'accord. Et je pense qu'il est très important justement de voir que dès le début, l'accord ne met pas du tout en question la primeur de la question justement de l'intégrité territoriale, et il introduit aussi un autre principe fondamental, la progressivité dans l'application et la réciprocité des efforts. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. On entend souvent dire que c'est seulement la RDC qui doit fournir des efforts ou c'est seulement la RDC qui a de telle et telle responsabilité, mais on se rend compte en fait qu'il y a une concomitance des efforts, mais il y a aussi un effort ou un devoir de réciprocité entre toutes les parties prenantes et signataires de cet accord. Et donc, je pense que de là découle aussi une question ou la réponse à la question qu'on a souvent, est-ce que cet accord a une vraie force obligatoire? Est-ce qu'il est vraiment contraignant? Comme je l'ai dit, il est justement contraignant et c'est dit explicitement dans ce chapitre, mais aussi il faut reconnaître qu'au-delà de l'aspect de la contrainte juridique, il ne faut pas non plus sous-estimer la pression politique, la pression médiatique et diplomatique que cet accord nous donne, et donc la possibilité aussi de nous assurer de sa mise en œuvre à travers d'autres leviers, y compris les leviers diplomatiques et aussi médiatiques, raison pour laquelle il est pour nous de grand intérêt de nous assurer que notre opinion publique se familiarise avec cet accord et se l'approprie justement parce qu'il y a plusieurs leviers pour nous assurer qu'il est mis en œuvre. Avant d'aller au deuxième chapitre, je tiens à rappeler que sur ces premiers chapitres qui parlent de l'intégrité territoriale et de l'interdiction des hostilités, les principes sont énoncés de manière claire et les parties conviennent. Ça veut dire que nous, République démocratique du Congo et le Rwanda, on a dit dans cet accord qu'il est hors des questions de violer l'intégrité des territoires des uns comme des autres, c'est ce que disent le point 1 et les points 2, et on convient que dorénavant, les parties conviennent que les différends seront réglés par des processus établis par des présents accords. En d'autres termes, on s'organise pour que plus jamais, s'il y a des problèmes, qu'on se tire dessus, mais que nous allons. Voilà plus ou moins ces premiers chapitres qui vient sceller ce qui a toujours été pour nous une ligne rouge à ne pas franchir, l'intégrité territoriale de la RDC, pas un seul centimètre. Vous pouvez progresser pour le deuxième chapitre. Et donc justement, cela clarifie que dès le début, ces principes sont reconnus et montrent aussi à quel point nous nous sommes investis pour
pour le fait qu'ils soient inclus de manière systématique à travers l'accord. Quand nous nous penchons sur le deuxième chapitre, la cessation des hostilités et le retrait des troupes étrangères, évidemment, nous abordons ici le cœur même de l'accord, à la fin des combats, le retrait ordonné, vérifié et complet des troupes rwandaises du territoire congolais, mais aussi la fin du prétexte de l'activisme continu des FDLR à travers la mise en œuvre du CONOPS. Donc ici, je voudrais justement d'abord me pencher sur la question de la cessation immédiate des hostilités. L'accord engage les deux parties à cesser immédiatement et sans condition toute forme d'hostilité armée, qu'elle soit directe ou indirecte. Et cela concerne plus précisément les affrontements entre forces régulières, mais aussi l'usage de groupes armés supplétifs, et donc là, nous parlons notamment du M23, les frappes, les incursions ou les menaces transfrontalières, ainsi que tout soutien logistique, financier ou politique à des entités armées opérant en territoire congolais. Les parties s'engagent également à s'abstenir de toute déclaration publique susceptible de raviver les tensions et à privilégier la communication via les canaux prévus par l'accord. Et donc, évidemment, nous nous inscrivons dans cette logique, justement, d'une sensibilisation sur l'accord, mais pas d'une instrumentalisation politique de l'accord, parce que, justement, ceci nuirait à l'effort d'une pacification et une cessation des hostilités, non seulement les hostilités armées, mais même, si vous voulez, dans les discours politiques. Ensuite, l'accord prévoit aussi que le Rwanda retire l'ensemble de ses forces armées dans le contexte de la mise en œuvre du CONOPS. Comme vous le savez, ou comme certains d'entre vous s'en souviennent encore peut-être, le CONOPS avait été signé en octobre 2024 dans le cadre du processus de Luanda. Et c'était un outil d'exécution concret qui avait été élaboré par les services de renseignement respectifs des deux pays. Et donc le CONOPS fixe les modalités techniques précises du retrait des forces armées rwandaises. Il est composé d'un calendrier structuré en 3 phases de 30 jours, avec des jalons clairs à respecter. Il prévoit aussi une cartographie officielle des zones occupées, l'établissement de corridors de retrait et une vérification conjointe, justement, de ce retrait à travers des patrouilles mixtes congolaises et internationales, ainsi que la remise à l'issue de chaque phase d'un rapport certifié au mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Évidemment, simultanément à ce désengagement des forces armées rwandaises, le CONOPS prévoit aussi la neutralisation des FDLR. Et donc, un des points essentiels de ce chapitre est justement le retrait, non seulement le retrait des troupes rwandaises, mais justement la neutralisation des FDLR. La neutralisation des FDLR veut dire que dans le contexte actuel, le CONOPS prévoit une série d'activités pour mettre fin à la présence et à l'activisme des FDLR dans le territoire de la République démocratique du Congo. Il prévoit tout d'abord une phase de sensibilisation pour donner aux FDLR l'occasion et l'opportunité de reddition pacifique et prévoit ensuite des mesures avec un séquençage prévu plus contraignante pour s'assurer que cette menace soit éradiquée de manière définitive et mettre fin justement à cette question récurrente pendant les derniers 30 années des FDLR. Avant que vous ne puissiez progresser, je rappelle juste pour ceux qui nous suivent que le CONOPS, c'est un document opérationnel. Lorsque nous étions à Luanda, il y avait des experts militaires de l'état-major de la RDC, du Rwanda, avec les médiateurs angolais. Nous avions convenu d'un plan de comment les mesures de défense rwandaises de désengagement devraient se faire et d'autre part, comment nous allons mettre en œuvre un plan de neutralisation. Donc c'est un document travaillé par des militaires et même l'exécution dans le cadre de cet accord se fera dans ces cadres-là. Donc il faut comprendre que toutes les questions liées au CONOPS, c'est des questions dont on ne pourra pas toujours, qu'on ne pourra pas toujours aborder parce que ça relève du dispositif militaire qui accompagne l'application de cet accord. Je vous en prie, Madame la Ministre. Merci. Mais ce qui est très important à retenir, c'est justement le caractère simultané ou concomitant du CONOPS et de l'exécution de ces deux piliers, à savoir le désengagement des forces d'une part et de l'autre part la neutralisation des FDLR. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre et
aucune, si vous voulez, des préoccupations sécuritaires légitimes de chacun des deux pays ne peut être secondaire à l'autre, et c'est pour cela que ce CONOPS a un caractère de concomitance qui est très important. Un aspect aussi que j'ai déjà effleuré brièvement, c'est la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, justement une structure qui sera mise en place pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de ce CONOPS, une structure hybride, si vous voulez, avec des représentants de la République démocratique du Congo, des représentants du Rwanda, mais aussi des participants ou des représentants de pays tierces qui vont donc assurer aussi une objectivité et avoir peut-être parfois un rôle d'arbitrage, mais de cette manière contribuer à ce que ce mécanisme soit en mesure d'évaluer et de suivre la mise en œuvre effective de ce CONOPS et évidemment soulever des carences ou des lacunes dans la mise en œuvre de certains aspects du CONOPS. Madame la ministre d'État, c'est un point important parce que si vous avez lu l'accord, dès qu'on l'a signé, devait produire ses effets. Je pense que l'une des premières tâches à laquelle vous travaillez actuellement et qui va permettre la mise en œuvre de cet accord, c'est justement la création de ces mécanismes. Tout à fait. Tout à fait, c'est une des priorités. Encore une fois, ceux qui se souviennent du processus de Luanda vont se souvenir aussi du mécanisme de vérification conjoint ad hoc renforcé. Bon, peut-être que je ne me souviens pas exactement du nom, mais vous vous souvenez certainement du principe et de la structure. Et donc, c'est quelque chose de similaire, encore une fois, avec des représentants des deux pays, mais aussi des parties tierces qui vont nous permettre justement d'avoir un minimum d'objectivité et un consensus sur des questions qui parfois peuvent être épineuses, mais qui seront extrêmement nécessaires. Lorsque vous parlez des parties tierces, dans les cadres de cet accord, on peut être précis. Il s'agit des États-Unis, des Qataris, de l'Union africaine et possiblement d'autres partenaires techniques étrangers. Je vous en prie. Oui. Merci beaucoup. Parfait. Alors maintenant on progresse au chapitre 3. Donc le chapitre 2 se penchait plutôt sur les questions État-État. Le chapitre 3 parle de démobilisation, de désarmement, démobilisation et traitement des groupes armés nationaux. Et donc là on est dans un champ différent. Et ce chapitre aborde donc une autre dimension essentielle de la paix durable, et à savoir la question des groupes armés congolais. Il est très important de lever immédiatement une confusion que certains discours semblent entretenir de manière délibérée ou pas. Le désengagement des groupes armés nationaux ne se substitue pas au retrait des forces étrangères. Donc il s'agit de deux chapitres différents, et le premier chapitre dont nous avons parlé, le précédent, parle justement des forces armées rwandaises et de leur retrait. Celui-ci parle des groupes armés. Les deux questions sont traitées dans l'accord. Il n'y a pas un groupe, si vous voulez, qui est exclu. Les deux questions sont traitées à juste titre, mais évidemment avec la spécificité nécessaire que chacun de ces groupes requiert. Donc, quand il s'agit du désengagement des groupes armés nationaux, il faut surtout donc revenir sur le fait que le désarmement est obligatoire pour tous les groupes armés congolaises. L'accord prévoit que les groupes armés congolais qui opèrent sur le territoire national doivent être désarmés, démobilisés et cantonnés sans délai. Comme vous le savez tous, nous avons le PDDRCS qui est en fait le cadre prévu par l'État congolais, justement le cadre institutionnel et le programme prévu par l'État congolais pour donner des perspectives aux ex-combattants des groupes armés. Cela comprend, quand on parle de groupes armés, évidemment les groupes actifs dans les zones anciennement ou actuellement sous contrôle du M23, les groupes dits d'autodéfense et tout mouvement prétendant représenter une revendication communautaire par la voie des armes. Quand on parle du désarmement, on parle aussi d'un désarmement suivi d'une sélection stricte en cas d'une réintégration conditionnelle. Et donc ici, il y a aussi une rupture très importante avec des pratiques qu'on a vues par le passé, à savoir des pratiques d'intégration généralisée, d'effectifs de groupes armés. De brassage ici, et des mixages. Justement. Et nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes justement dans une logique où les ex-combattants de groupes armés qui auraient peut-être l'intention ou le souhait d'être intégrés dans les forces armées ou les forces de sécurité doivent répondre à des critères stricts. On doit s'assurer justement, tout d'abord, de leur nationalité congolaise, évidemment aussi de leur non-implication dans des crimes graves,
et d'autres critères évidemment qui vont être appliqués. Mais je pense que l'aspect clé ici, c'est le fait justement qu'on ait un catalogue, si vous voulez, de critères qui nous assure que toute intégration répond à des leçons que nous avons appris et tirées du passé et qui nous protègent, nous, mais aussi qui protègent nos institutions d'être affaiblis de l'intérieur en intégrant sans discrimination et de manière ouverte et sans filtre des individus issus de groupes armés qui pourraient justement, suite à leur rôle dans les groupes armés différents, avoir été complices ou eux-mêmes auteurs de violations graves. Ça veut dire que c'est un processus de vetting. Tout à fait. Ce ne sera pas un brassage, un mixage des groupes, non, mais ça se fera de manière individuelle. Tout à fait. On regardera les dossiers de chacun. Si vous êtes coupable de crime, si vous n'êtes pas physiquement apte, ou s'il y a des soupçons ou d'autres éléments, vous ne pourrez ni intégrer l'armée, ni intégrer la police. En effet. Et donc cela s'inscrit évidemment, ou s'inspire plutôt des meilleures pratiques internationales qu'on a vues dans d'autres situations post-conflit et dans les efforts justement de s'assurer que même après un conflit, les forces armées, les forces de sécurité sont justement en mesure et à la hauteur de remplir leurs fonctions et ne sont pas affaiblis de l'intérieur. Et donc ce qui est très important aussi, c'est que ceci veut dire qu'il n'y a pas d'amnistie automatique. Ça ne veut pas dire que dans le cadre d'un accord de paix, tout est oublié et tout est passé. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important aussi, l'aspect de la redevabilité, même s'il n'est pas, et je suis sûre qu'il y aura des questions à ce sujet, même s'il n'est pas ancré de manière individuelle, il est très important, quand on lit l'accord, de voir qu'il y a justement de manière transversale cette considération-là, et cette considération que on ne peut pas rebâtir une société et ses institutions sans pour autant avoir un aspect de redevabilité, de responsabilité et tirer les leçons du passé, que ce soit le passé lointain, parce que nous l'avons vu avec le brassage et le mixage, ou le passé très récent, parce que nous l'avons vu avec le comportement de certains individus. Je vais procéder maintenant avec le prochain chapitre, s'il n'y a pas de questions de votre... Ok, très bien. Parfait. C'est juste deux points justement, et je sais qu'il y a beaucoup de questions du côté des journalistes, donc on va essayer quand même d'accélérer. Le chapitre 4 touche sur la question des déplacés et des réfugiés dans la région, disons. Alors, quand on parle de réfugiés, évidemment, on parle de personnes qui ont traversé des frontières internationales. C'est pour cela que je dis dans la région. Donc, les Congolais qui se trouvent au Rwanda, tout comme les Rwandais qui se trouvent en RDC. Et évidemment, les déplacés internes qui ont fui et qui sont restés sur le territoire national, mais qui ne sont plus dans leur communauté habituelle. Et donc, ce qui est très important ici, c'est que ce chapitre qui concerne justement la prise en charge humaine et sécuritaire des personnes déplacées est ancré aussi sur un autre processus important, à savoir le processus tripartite. Le processus tripartite, c'est un dispositif de coordination qui réunit la République démocratique du Congo, le HCR, donc le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et le Rwanda comme deuxième pays. Et donc, la tripartite assure, en fait, à travers ces trois acteurs, une planification concertée, un accompagnement complet et un suivi régulier de la question des réfugiés, de leur retour, de leur bien-être, etc. Et ce, selon les normes internationales. Et donc, là, on est dans un cadre très précis qui veut dire aussi que tous les membres de cette tripartite ont une redevabilité par rapport à leur comportement vis-à-vis des réfugiés respectifs. Juste pour rappel, en termes de la situation aussi des réfugiés, les derniers chiffres en notre possession parlent de à peu près 132 000 réfugiés rwandais qui sont toujours en République démocratique du Congo et 135 000 Congolais qui seraient au Rwanda comme réfugiés selon le HCR. Et donc c'est un enjeu majeur. On parle de plus de 250 000 personnes, 250 000 de personnes qui sont toujours à l'étranger, qui n'ont pas encore eu l'occasion de revenir chez eux et pour lesquels on doit créer des conditions propices pour le retour. Et donc
Ce sera donc une priorité de cet accord aussi, de s'assurer que tout retour se fasse dans le cadre de cette tripartite. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de débats et de spéculations, de préoccupations et d'angoisse aussi sur la question de mouvements de population. Beaucoup de rapports aussi qui nous sont survenus de mouvements irréguliers de population. Et je suis sûre aussi qu'une des questions qui revient souvent, c'est comment justement s'assurer que ce processus tripartite ne soit pas instrumentalisé ou utilisé pour implanter des populations étrangères en RDC et sous couvert d'un retour volontaire. Et je pense que c'est justement là où le cadre formel de la tripartite nous aide, parce que justement, il nous permet à procéder à des retours seulement de personnes qui sont formellement enregistrées comme réfugiés auprès du HCR. Donc on ne prend pas juste qui se dit congolais ou qui se dit rwandais pour dire bon, rentrez, on vous aide à rentrer chez vous. Non, ce sont des personnes qui sont enregistrées comme réfugiés auprès du HCR. Donc nous avons des bases de données qui remontent à plusieurs années, si pas décennies. Ce sont des personnes qui sont volontaires et donc qui veulent retourner chez eux. Et évidemment, ce sont des personnes dont la citoyenneté est reconnue. Tout à fait. Et c'est ça, ce sont justement ces piliers-là qui nous permettent de nous assurer que tout retour de population, tout mouvement de population est encadré en bonne et due forme, et du côté de la République démocratique du Congo, encadré par les autorités territoriales et nationales qui sont en charge de... Je me souviens, Madame Lamineta, que dans vos mots qui ont suivi justement la signature de l'accord à Washington, vous avez évoqué des femmes avec qui vous étiez en discussion, la question humanitaire. Quelle est la place de la question humanitaire dans cet accord, bien au-delà de la question des déplacés, de la question des réfugiés, mais les conditions de vie elles-mêmes? Oui, la question humanitaire est aussi une des priorités, justement parce que l'accord revient de manière explicite aussi sur le besoin de rétablir dans les plus brefs délais un accès humanitaire, de faciliter justement la prise en charge des populations et aussi la sécurité du personnel humanitaire. Ce que nous avons vu pendant les derniers mois, en particulier dans les zones sous occupation ou en particulier pendant l'occupation, c'est qu'on avait un accès humanitaire extrêmement restreint. On avait des populations qui n'avaient pas accès ou qui ne pouvaient pas être assistées. Nous avons eu des infrastructures logistiques et tout un accès logistique qui a été complètement saboté. Et donc l'aspect clé aussi dans ce chapitre, c'est justement de voir comment s'assurer que l'accès humanitaire est rétabli et comment les parties s'engagent à faciliter la libre circulation des civils, y compris des humanitaires, pour justement assurer aussi un plus grand respect du droit international humanitaire, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Et ça, c'est un aspect très important, parce que ça veut dire que les deux parties sont conscientes du fait que jusqu'à présent, dans les zones occupées en particulier, l'accès humanitaire n'a pas été facile, n'a pas été assuré, et numéro 2, le droit humanitaire international n'a pas nécessairement été respecté. Quand il s'agit du 5e chapitre, on parle surtout du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Celui-là, je l'ai déjà brièvement évoqué, donc je ne vais pas trop me pencher sur cette question, mais encore une fois, comme je l'avais évoqué, c'est un mécanisme qui est mis en place pour assurer le suivi sur terrain, pas le suivi à partir de Washington, de Kinshasa ou de Kigali. Non, c'est le suivi sur terrain de la mise en œuvre de certains aspects de l'accord, à savoir le CONOPS. Et ce mécanisme conjoint a donc la responsabilité d'être mis en place et de lancer dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, donc du 27 juin, et justement qui doit fonctionner uniquement conformément aux conditions arrêtées entre les parties. Et ce mécanisme conjoint crée justement des procédures très claires sur comment le mécanisme va élaborer aussi ses rapports pour s'assurer aussi de la transparence et de l'ampleur et la portée des opérations. Les opérations dont j'ai parlé, à savoir les opérations de désengagement de force, tout comme les opérations de neutralisation des FDLR. Le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité est régi par les principes suivants.
Tout d'abord, et le plan de mise en œuvre est à l'annexe de l'accord, la fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État aux FDLR et aux groupes armés associés, et l'interdiction totale de tout soutien matériel, logistique, financier ou autre, qu'il soit national ou étranger à ces derniers. Un engagement à identifier, évaluer, localiser et neutraliser, conformément aux dispositions pertinentes du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces, levée de mesures défensives par le Rwanda du 31 octobre découlant du processus de Luanda, et un engagement à s'appuyer sur les accords de coopération bilatérale en matière de sécurité, la protection des civils et le respect du droit international humanitaire. Donc ce mécanisme, comme je le disais, est prévu comme, si vous voulez, un mécanisme de suivi sur place pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de cet accord, à commencer par le CONOPS, mais aussi des aspects comme, par exemple, le respect du droit international humanitaire. Ce qui est aussi prévu dans le cadre de ce mécanisme, si je ne me trompe pas, c'est une collaboration avec la MONUSCO, qui est un acteur clé dans la zone, et justement, et aussi le fait que les parties peuvent justement solliciter l'appui de la MONUSCO, mais aussi d'autres soutiens multilatéraux qui peuvent contribuer à la bonne exécution de l'accord et justement au fonctionnement du mécanisme conjoint. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va passer sur, je pense, le chapitre du cadre d'intégration économique régionale. Tout à fait. Donc, les dispositions économiques et la coopération régionale, je pense que ça, c'est aussi un de ces chapitres qui a suscité beaucoup de rumeurs et d'interprétations parfois erronées et parfois même de suspicions. Et donc, ce que je voudrais tout d'abord clarifier, c'est que ce volet ne contient pas d'engagement économique. Il parle plutôt du souci, si vous voulez, de prévoir dans l'avenir une intégration régionale accrue. Et ça, c'est une leçon que nous avons tirée d'autres régions, c'est une leçon que nous avons tirée de notre propre région. L'accord ne prévoit ni contrepartie économique, si vous relisez bien le chapitre 6, ni concession en matière minière, ni traité commercial bilatéral avec le Rwanda. Il énonce plutôt un engagement des deux parties à œuvrer à la réactivation. Réactivation, ce sont des questions que nous avons discutées, que nous discutons depuis des décennies dans la région des Grands Lacs. La réactivation des dynamiques de coopération économique régionale dans un esprit de stabilisation post-conflit. Et cela comprend, à moyen terme, la réhabilitation des axes logistiques régionaux, la relance de corridors douaniers, des échanges techniques sur les zones économiques transfrontalières, mais aussi, il faut reconnaître que ces dispositions sont volontaires, elles sont progressives, elles sont non contraignantes et elles ne sont pas liées au calendrier sécuritaire. Donc, en d'autres termes, sur ce point économique, par exemple, il n'est pas question d'avoir le Rwanda mettre la main sur les ressources de la RDC. Pas du tout, et ce n'est pas prévu dans cet accord, aucunement. Ce qui est important ici, c'est justement le fait que cet accord s'appuie sur des efforts que nous avons déjà vus dans la région et que nous voyons dans d'autres régions de l'Afrique et au-delà, donc un effort d'une plus grande intégration économique qui permet justement à stabiliser à long terme, mais nous sommes conscients, et je pense que c'est là que c'est très important quand même de revenir sur cette question, nous sommes conscients que toute intégration économique ne se fait pas dans un vide. Il ne se fait pas dans un vide historique ou dans un vide social. Et donc, nous ne sommes pas naïfs. Même quand nous parlons d'intégration régionale, même quand nous parlons d'une ouverture économique, nous savons d'où nous venons. Nous venons de 30 ans d'agression, de millions de morts, de populations déplacées, pillées, violées et de minerais extraits illégalement pour alimenter des réseaux d'enrichissement illicite. Donc, la coopération économique, évidemment, peut être un vecteur de stabilité, mais elle ne peut pas être précipitée. Et c'est pour cela, justement, que c'est quelque chose qui doit se faire de manière séquentielle et de manière graduelle. On aura toujours les voisins que nous avons, et si on veut bâtir une paix durable, on devra travailler avec ses voisins,
Mais en même temps, nous sommes aussi conscients de notre histoire et du poids de cette histoire, et nous devons l'assumer avec responsabilité. Évidemment, le président de la République, justement, s'exprimant sur les sujets, parlait de la nécessité d'avoir une paix durable et une paix que nous voulons définitive. Vous parliez, Madame la ministre d'État, d'intégration régionale. Il ne faut pas oublier que dans cette région, nous avons des exemples. Aujourd'hui, tout le monde connaissait ce qu'on appelait à l'époque la CEPGL, la Communauté économique de pays de Grand Lac, qui était une organisation régionale qui regroupait à la fois la RDC, le Rwanda et les Burundi. Les Zaïre de l'époque étaient le premier contributeur. Et aujourd'hui, il y a une partie d'ailleurs de l'électricité, je pense qu'il s'agit de Sinelac, qui est une entreprise qui est née justement de cette intégration régionale de la CEPGL, qui donne l'électricité à la fois en RDC, au Rwanda et au Burundi, et dont les dirigeants, je pense que le directeur général est rwandais, l'adjoint burundais, les financiers congolais. Et donc c'est un exemple parce que finalement, le président de la République ne cesse de le dire, que nos voisins, c'est des peuples avec lesquels nous devons vivre et qu'il n'y a pas des problèmes avec le peuple rwandais, particulièrement, parce que nous parlons du Rwanda. Donc il est important que tout le monde comprenne que lorsque nous avons fait la paix, lorsque nous avons consolidé la paix, le pont qui suit, c'est le développement. D'abord pour nous-mêmes. Parce que si les investissements américains sont annoncés dans la région, c'est des investissements qui se feront en RDC. Et puis on a parlé d'intégration régionale. On a parlé du modèle de l'EAC, on a parlé des CIRGL. Donc ici, il faut regarder le rôle moteur de la RDC, de tout ce que nous représentons comme marché économique, et que si les opportunités arrivent, c'est des opportunités qui ne se feront pas que pour un seul voisin, mais c'est des opportunités qui vont toucher toute la région avec des effets contagieux. Voilà un peu le petit commentaire que je voulais faire à ces sujets, et parce que l'accord prévoit que pour des discussions, vous aviez suivi les docteurs Boulos, des discussions qui peuvent porter sur des questions économiques pourront faire l'objet d'un autre point qui sera en discussion. Mais ici, la priorité, c'est la paix. La priorité, c'est le traitement des questions humanitaires. La priorité, c'est des mesures que l'on prend pour s'assurer que le Rwanda retire ses mesures de défense, que l'on traque les FDLR, qu'on crée justement les conditions de retour de cette paix, qu'on va consolider de manière définitive et durable. Ce n'est qu'après qu'on viendra faire l'économie. Tout à fait. Allez-y pour la Donc suite, Madame la l'accord, ministre. comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, en fait, l'accord crée les conditions propices pour nous permettre à nous lancer avec ambition sur un projet de développement de ces zones qui ont été affectées pendant des décennies par des cycles et des cycles de conflits. Mais justement, tout d'abord vient la paix et ensuite le développement, les investissements et la stabilité, aussi la prospérité partagée. Le dernier chapitre sur lequel je vais me pencher rapidement est en fait un chapitre qui clôture, si vous voulez, l'accord, la mise en œuvre et le règlement des différends. Ici, je voudrais souligner le fait que ce chapitre prévoit la mise en place d'un comité de surveillance conjointe composé d'abord des parties signataires, évidemment, mais aussi du facilitateur de l'Union africaine, du Qatar et des États-Unis. Et donc, ça veut dire que nous avons à deux niveaux un suivi de l'accord. Nous avons au niveau très opérationnel et au niveau du terrain le comité conjoint de sécurité, de la sécurité. Mais ensuite, nous avons aussi à un niveau politique, à un niveau plus élevé, justement, un comité de surveillance conjointe qui permet aussi à soulever certaines questions et à vider certaines questions. Madame aussi. la ministre, tout de suite, les gens ont besoin de connaître la nuance. Comité conjoint de sécurité, le petit comité, son rôle, c'est quoi concrètement? Oui, son rôle concrètement, par exemple, c'est si on dit dans le cadre du désengagement des forces, il est prévu que dans la période de jour X à jour, de jour Y à jour X, il y ait un tel mouvement hors de la RDC. Ce comité ou cette structure, ce mécanisme a pour responsabilité de pouvoir suivre ces mouvements. Qui sont les États-Unis? Oui, tout à fait. Les États-Unis, la RDC, le Rwanda et possiblement aussi des partenaires étrangers et l'Union africaine aussi. Et l'Union africaine est donc comme un peu des garants de l'effectivité de ces. Mais ça, c'est au niveau du terrain. Donc si on dit, OK, nous sommes à Saké et à Saké, il y a tel et tel effectif parce que
ce comité aura aussi la responsabilité d'établir, si vous voulez, un état de lieu. Alors, si on sait qu'il y a ce nombre d'effectifs et que c'est la prochaine zone à partir de laquelle il doit y avoir un déplacement, ce comité doit être en mesure de confirmer ou d'infirmer le fait que cette opération-là a eu bel et bien lieu. Évidemment, ce comité ensuite a un lien automatique, si vous voulez, au niveau supérieur, à savoir le niveau politique où nous avons le comité de surveillance conjointe, qui est aussi une plateforme à travers laquelle les différends peuvent être réglés. Tout à fait. Et donc, ça nous permet aussi justement de soulever certaines questions qui ont des répercussions ou qui se manifestent au niveau du terrain, au niveau très concret, à un niveau politique plus élevé, de les contextualiser et de trouver justement des solutions et des solutions à ces problèmes respectifs. Très bien. Alors peut-être rapidement, Madame la ministre d'État, est-ce que sur les annexes, parce qu'on a parlé du préambule, on a parlé des 7 articles, je pense, et nous sommes revenus sur les grands axes de chaque point de l'accord. Pour ceux qui nous suivent et pour les journalistes présents, c'est un exercice particulier où nous voulons faire un peu de pédagogie pour que vous puissiez vous rendre compte que tous les détails ont été étudiés dans les compromis qui a été trouvé pour voir que nous sommes assurés en amont, nous avons pris des précautions de sorte que cet accord puisse nous donner les résultats escomptés, à savoir l'ouverture, en tout cas une voie pour le retour effectif de la paix. L'accord comprenait les préambules, je rappelle, résolution 2773, charte de l'Union africaine qui parle de l'intégrité des frontières et de leur inviolabilité. Maintenant, dans les documents qui suivent l'annexe, il y a le CONOPS, on en a parlé, document élaboré par les états-majors des forces depuis le processus de Luanda, mais aussi, Madame la ministre d'État, les éléments que vous pouvez rajouter. Tout à fait. Et donc, tout comme l'accord même, les annexes sont aussi disponibles, et donc j'invite tout le monde aussi de se familiariser avec ces annexes. Donc, au-delà du CONOPS qui est repris dans son intégralité, l'annexe se penche aussi sur la question du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité dont nous avons déjà parlé assez amplement. Donc, il parle de la composition de ce mécanisme, il parle aussi de la mission et des capacités de ce mécanisme. Donc, alors, les parties, par exemple, conviennent que la mission du mécanisme est d'identifier, d'évaluer, de localiser les FDLR, les groupes affiliés, afin de permettre la neutralisation des FDLR, mais aussi, ils conviennent que le mécanisme est habilité et à surveiller, évaluer la mise en œuvre du CONOPS, qui a ces 2 éléments, à savoir la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces, procéder à des échanges de renseignements et d'informations entre les parties, aux fins de mise en œuvre du présent accord et du CONOPS, parce qu'évidemment, c'est le renseignement qui est au cœur de toutes ces questions. Si on parle de désengagement, on doit avoir des éléments, on doit savoir quels éléments sont ou quels effectifs sont positionnés à quel endroit. Même chose avec les effectifs résiduels des FDLR. Quels sont ces effectifs et où est-ce qu'ils sont situés? Et donc, l'élément de l'échange des renseignements est au cœur aussi de ce mécanisme qui doit lui permettre justement de vérifier toutes les informations, les données et activités justement liées à la mise en œuvre du CONOPS et de ces 2 piliers respectifs. Le mécanisme détermine aussi la portée géographique de ces activités en fonction des conditions sur le terrain et dans le plein respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. Et donc, évidemment, ce mécanisme est prévu justement opérer dans les zones où nous avons ces 2 préoccupations qui se concentrent de manière très palpable, à savoir le désengagement des forces, mais aussi la question des FDLR. Et donc, il est clé que ce mécanisme, pour être opérationnel, puisse se rendre sur le terrain, puisse justement aussi vérifier concrètement et de manière tangible les réalités qui caractérisent le terrain et le contexte respectif. Voilà, je pense que sur l'accord, nous avons dit l'essentiel. Peut-être qu'on va, sauf si vous avez un point particulier, mais je voudrais donner la parole, en tout cas pour le 20 minutes qui suivent, aux professionnels des médias pour apporter des éléments d'éclairage. Ici, nous sommes dans un exercice de redevabilité, mais surtout un exercice de transparence. L'accord, il est public. L'exhortation, c'est que tout le monde doit lire l'accord. Lire l'accord, un peu comme nous l'avons fait ce soir, c'est lire
les préambules, ce qui est évoqué dans les préambules. Vous pouvez même aller plus loin en lisant les documents sur lesquels les préambules font référence d'une part, mais que par la suite, vous pouvez aussi lire les annexes. Bon, le CONOPS, c'est intermilitaire un peu compliqué, mais même sur ces aspects militaires, nous trouverons les moments venus au fur et à mesure que l'accord sera implémenté, l'occasion de venir vous expliquer ce qu'il en est, parce que les Congolais doivent comprendre que dans ce qui a été négocié, dans ce que nous avons pu obtenir, c'est un engagement ferme qui nous permet aujourd'hui, avec le suivi ou l'implication du président américain, vous avez suivi vous-même, c'est que cela a été à Washington, qui permettra d'avoir une paix définitive. Vous avez aussi vu les réactions mondiales à ce qui a été fait, et que si, au plan international, tout le monde accueille favorablement la signature de cet accord qui ouvre de perspectives pour la fin de la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, je peux comprendre qu'il y ait des questions qu'on se pose à l'intérieur, mais il y a d'autres réactions qui ne sont pas, à mon avis, appropriées au regard du parcours que nous avons fait pour atteindre cet acquis aujourd'hui, à partir duquel nous allons bâtir l'avenir. Voilà, Madame la ministre d'État, on va commencer la série des questions. Je souhaiterais, pour les professionnels des médias qui nous suivent, pour justement de besoin de pédagogie, de poser une question claire. Comme ça, on peut vous répondre clairement. On ne prendra pas des questions qui sortent du cadre de cet accord parce que c'est un exercice spécial qui vise évidemment à éclairer votre lanterne, mais aussi la lanterne de l'opinion. Au-delà de l'exercice de ce soir, nous serons sur vos plateaux, avec nous, pas seulement, mais d'autres experts, pour qu'on explique de A jusqu'à Z les contenus de cet accord. On va commencer la série avec Madame Christiane Ekambo et je demanderai à Monsieur Pichu Mulumba d'avancer après lui. Madame la ministre d'État, nous avons une liste d'à peu près 10 questions des professionnels des médias. On va voir comment on va gérer les temps, pour autant que ceux qui prennent la parole tiennent compte justement de la nécessité pour nous d'être brèves, claires et précises pour ce qui vous concerne, Madame Ekambo. Allez-y avec votre question. Madame. Merci, Monsieur le ministre. Madame, j'ai 2 questions, mais avant toute chose, permettez-moi Madame la ministre d'État, de vous signaler, de vous dire ici que vous faites la fierté des femmes congolaises. En tout cas, nous profitons de ce micro pour vous féliciter pour cette réussite. Vous avez pu réussir là où bon nombre de vos collègues ont marqué le pas. En tout cas, une fois de plus, félicitations pour la signature de cet accord. Merci. Pour la première question, 30 années de guerre, 30 années d'atrocité, même le président américain a signalé l'atrocité, les atrocités de cette guerre, en utilisant même le mot que vous connaissez. Et aujourd'hui, que peuvent attendre ces femmes violées, tous ces déplacés qui n'ont plus de racines, des ressources, des familles dispersées? Vous avez parlé de 135 000 Congolais qui sont au Rwanda et dans l'ensemble, à peu près 250 personnes à l'étranger. Ça, c'est pour la question humanitaire. Dans le préambule et même dans les annexes, Madame, vous parlez de l'accord. S'il vous plaît, je ne dérogerai pas. Donc, allez-y rapidement, mais oui, je ne dérogerai pas. Je voudrais dire ici, on ne sent pas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les échéances qui ont été données, c'est-à-dire le chronogramme, à partir du moment où on a signé l'accord, qu'est-ce qu'on fait, les obligations de chaque partie, et puis le mécanisme de suivi. Vous avez parlé un peu du le cadre conjoint, les mécanismes conjoints, mais vous voulez vraiment nous expliquer le chronogramme, c'est-à-dire quand est-ce qu'on commence, quelles sont les obligations de chaque partie. Tout à fait. Parfait. Excellent. Merci beaucoup pour ces 2 questions extrêmement pertinentes. Et évidemment, je vais commencer avec la première, c'est celle qui nous tient le plus
à cœur, c'est évidemment la situation de nos compatriotes dans les zones sous occupation et leur attente légitime et tout à fait compréhensible que leur situation se change rapidement. Et ça veut dire que nous faisons face à de grandes attentes quand il s'agit de la mise en œuvre de cet accord. Et quelles sont les attentes que les survivants et les compatriotes que nous avons dans les zones occupées peuvent avoir? Comme je le disais, l'accord est un accord de paix qui entérine donc aussi le retour de l'autorité légitime de l'État congolais dans les zones occupées. Ce retour nous permettra, nous, en tant que gouvernement congolais, que ce soit le gouvernement central de Kinshasa ou le gouvernement provincial du Nord et du Sud Kivu, de justement répondre à ces attentes de nos populations. Cela veut dire que les questions de retour de déplacés, que ce soit des réfugiés ou des déplacés internes, auront une interface légitime pour justement interagir avec nos acteurs ou nos partenaires humanitaires différents qui vont faciliter les retours dans les zones ou dans les communautés d'origine de ces personnes déplacées. Cela voudra aussi dire que nous pourrons, avec des efforts concentrés sur ces zones affectées par ces années d'occupation, ou plutôt ces mois d'occupation, nous permettre justement d'injecter des ressources, de concentrer nos efforts justement sur la réhabilitation, sur la prise en charge de ces populations dans des domaines différents, à savoir les domaines de la santé, à savoir les domaines de l'éducation. C'est un retour de l'État congolais aux côtés des populations qui, pendant ces derniers mois, étaient livrées justement à des forces qui occupaient avec violence et avec force le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Et donc, quand on se projette dans l'avenir dans l'avenir imminent de cet accord, c'est justement de cela qu'il s'agit. Le retour de l'État congolais aux côtés des populations civiles congolaises. La deuxième question que vous avez posée, c'est une question aussi tout à fait légitime, justement, quelles sont les prochaines étapes, quelles sont les prochaines échéances? Et j'en ai déjà parlé, le mécanisme conjoint de la sécurité est prévu d'être mis en place 30 jours après la signature de l'accord. Et je peux vous rassurer que du côté de la République démocratique du Congo, nous sommes déjà prêts nous avons déjà, si vous voulez, clôturer l'étape nécessaire de notre côté d'identifier les personnes qui vont représenter la République démocratique du Congo dans ce mécanisme et justement de cette manière impulser aussi son entrée en vigueur rapidement pour permettre que ce mécanisme commence le travail. Il y a aussi justement trois mois pour le lancement du cadre d'intégration économique régionale et je pense que ça c'est important aussi parce que ça veut dire que nous avons 3 mois où nous pouvons suivre les avancées dans la mise en œuvre de l'accord de paix et voir justement si ces avancées sont assez encourageantes pour aussi se projeter dans une logique d'un cadre d'intégration économique régionale. Et nous avons aussi 45 jours pour la tenue de la première réunion du comité de surveillance conjointe. Donc des jalons quand même assez clairs qui nous permettent à faire un suivi, que ce soit au niveau du terrain ou que ce soit au niveau politique un peu plus élevé ou plus stratégique, de voir où est-ce qu'on en est avec la mise en œuvre de cet accord. Voilà. Très bien. On va prendre la question de Pichu Mulumba. Je vais demander à Daniel Michombero et à M. Israël Mutombo de s'approcher du micro pour les prochaines questions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. Madame la Ministre d'État, j'ai juste 2 petites préoccupations. La première, c'est que n'y a-t-il pas une ambiguïté concernant la présence des FDLR dans cet accord? On sait que depuis 30 ans, la présence des FDLR sur le sol congolais constitue la justification constante des agressions militaires du Rwanda en RDC. L'accord prévoit-il une évaluation indépendante de la réalité et de la menace qui représenterait encore les FDLR maintenant et après leur neutralisation? La deuxième préoccupation concerne la question humanitaire. Le gouvernement a récemment dénoncé la transplantation des populations étrangères dans des zones occupées. Comment le retour des déplacés sera-t-il organisé si ces espaces de vie sont occupés par d'autres populations? Que prévoit l'accord à ce sujet? Alors, la première question sur la question des FDLR, en effet, cela fait près de 30 ans que ce prétexte est recyclé. Et réchauffé à toute sauce. Et justement, c'est la raison pour laquelle il est dans l'accord, parce qu'on veut y mettre fin. On veut mettre fin à cet accord, à ce prétexte récurrent d'une présence et d'une menace soi-disant des FDLR.
Si tel est le cas, eh bien justement, nous avons un accord qui prévoit dans son CONOPS des étapes très claires, bien définies sur comment on va mettre fin à cette menace, mais aussi justement à travers le CONOPS et à travers la mise en place du mécanisme dont j'ai parlé de conjoint de sécurité, la possibilité d'évaluer l'envergure de cette menace. On ne peut pas juste dire qu'on va lancer des opérations de neutralisation sans avoir un point de départ et un objectif. Et donc, l'avantage ici, c'est que nous prenons cette question qui a été utilisée pendant plusieurs années pour dire, si c'est le cas, nous allons y mettre fin une bonne fois pour toutes. Pour y mettre fin, nous devons savoir à combien sont-ils, quelle est la menace qu'ils représentent. Et ensuite, on s'attaque au problème à travers des approches différentes et appropriées. Et ensuite, on peut dire, voilà, objectif atteint. Et je pense que c'est ce qui est très important, le fait qu'on dit, qu'on aille au-delà, si vous voulez, de la rhétorique et des discours contradictoires et qu'on dise, très bien, on met fin à cette question une bonne fois pour toutes. Tout comme on met aussi fin à la question de la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo qui n'y ont rien perdu. Et je pense que c'est l'aspect clé de cet accord, le fait qu'il se concentre sur les questions qui bloquent le plus. La question qui bloque du côté de la République démocratique du Congo, tout à fait légitime, les troupes rwandaises n'ont rien perdu sur notre territoire, elles doivent rentrer chez elles. Question qui bloque du côté du Rwanda, apparemment, malgré le fait qu'ils ont une armée performante, malgré le fait que c'est le 4e pays contributeur de troupes de missions de maintien, dans les missions de maintien de la paix, c'est apparemment la menace des FDLR. C'est une menace? Très bien, on va y mettre fin. Et je pense que c'est ce qui est très important, le fait que cet accord se concentre sur ces deux points-là et nous aide à les élaguer. Mais aussi, comme vous l'avez dit, la question humanitaire est reprise dans l'accord et la question justement des implantations de population est une question sur laquelle nous avons reçu beaucoup de rapports pendant cette période d'occupation et qui a été suivie de près au niveau du ministre, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, évidemment, parce que cela relève de son ressort. Et c'est pour cela que nous poussons pour cet accord. C'est pour cela que nous sommes impatients de voir sa mise en œuvre, d'y contribuer. Parce qu'à travers cet accord, nous aurons un cadre très clair pour justement réglementer et nous assurer que tout retour et tout mouvement de population à travers les frontières respecte justement les normes internationales et tout pour nous permettre justement d'éviter qu'il y ait dans les phases de retour, qu'il y ait dans les communautés de retour des conflits quand des populations qui ont dû se déplacer veulent regagner leur communauté d'origine et se trouvent peut-être confrontées à d'autres réalités inattendues. En même temps, évidemment, cela va de pair avec le retour de l'autorité de l'État et à savoir le rôle aussi de l'autorité de l'État aux différents niveaux d'être un arbitre justement en cas de ce genre de conflit pour en éviter justement l'exacerbation. Alors, si je peux me permettre un petit commentaire, si vous lisez les CONOPS donnent un peu des détails sur comment on va traiter la question des FDLR. Il y a une dimension de sensibilisation, mais il y a aussi une dimension de leur retour au Rwanda et de leur intégration, parce que c'est des Rwandais. Et sur la question humanitaire, mais vous savez, on ne peut pas faire un retour de réfugiés, un retour de déplacés dans des parties du pays où ça tire encore. Il faut un minimum de sérénité, un minimum de paix. C'est ce que cet accord va apporter, parce que c'est l'accord, dès qu'il commencera à produire ses effets, il y aura un retour progressif de l'administration, et c'est cette administration qui sera en mesure de s'assurer que les populations, lorsqu'elles vont retourner, qu'elles retournent dans des conditions de sécurité, parce que les retours des déplacés comme des réfugiés, c'est fait aussi sur la base volontaire. Et donc il y a des points qui sont, de notre point de vue, très cruciaux et sur lesquels nous faisons un suivi particulièrement étroit. On va prendre les questions de M. Michombero et puis ce sera M. Israël Mutombo. Madame la ministre, après avoir lu l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, j'ai constaté qu'il ne contiait pas une référence explicite à la justice ni à des mécanismes de reddition de comptes pour les crimes commis en RDC,
notamment s'est documenté dans les provinces de l'Est de notre pays. Pouvez-vous, s'il vous plaît, éclairer l'opinion à ce sujet pour qu'on en sache davantage? Merci beaucoup. La question de la justice a suscité en effet beaucoup de débats et j'en suis tout à fait consciente. Comme je le disais auparavant, quand je répondais à la question de votre confrère, ce n'est pas un accord qui est exhaustif et qui couvre toutes les questions. Et nous devons le voir comme un accord qui s'est concentré sur les questions qui bloquent le plus pour l'instant. Est-ce que cela veut dire que la question de la justice n'est pas pertinente ou n'est pas une priorité, surtout pour le gouvernement congolais? Pas du tout. Je pense que ce que nous voyons avec cet accord et ce dont nous devons être conscients avec tout accord, c'est qu'il n'existe pas dans un vide. Il existe dans un écosystème. Et ce que nous faisons en tant que gouvernement congolais, ce que vous faites en tant que journaliste, ce que notre société civile fait, ce que nos partenaires internationaux font et bien d'autres acteurs font, c'est contribuer à cet écosystème. C'est tirer la sonnette d'alarme sur certaines thématiques et dire, même si cette thématique n'est pas reprise dans l'accord, elle a sa validité, elle a sa raison d'être. Et donc nous prenons la question de la justice extrêmement au sérieux et il faut aussi se rappeler qu'un accord de paix, c'est un compromis entre deux États. Et même si le souhait est tout à fait légitime de voir dans cet accord un pays reconnaître ses erreurs, un pays reconnaître ses violations et accepter d'être confronté, si vous voulez, à ces actions et leurs conséquences, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un accord de paix soit, si vous voulez, une capitulation. Il y a aussi le souci de s'assurer que pour sa bonne exécution, on ne puisse pas humilier l'autre partie. Cela ne veut pas dire que la question de la justice n'a pas sa pertinence. Et cela ne veut pas dire que la question de la justice n'avance pas. Elle avance à travers nos discours, elle avance à travers la CPI, elle avance à travers la Cour africaine des droits des peuples. De droits de l'homme et des peuples. Merci. Elle avance aussi à travers le Conseil des droits de l'homme qui a décidé d'envoyer une commission d'enquête internationale. Je sais qu'il y a des débats sur le financement, mais encore une fois, la question de la justice, la question de la vérité, la nature même du conflit, elle ne se pose plus. Elle ne se pose plus. Les rapports sont là, ils sont accablants. La vérité est connue par tous et par toutes et elle ne va plus être niée. Le fait qu'elle ne se retrouve pas dans cet accord ne diminue pas la valeur de cet accord et ne diminue pas la valeur de la question de la justice. Ce sont des questions complémentaires et notre responsabilité partagée, commune, en tant que République démocratique du Congo, c'est de créer l'écosystème qui va nous permettre à ce que, justement, cette question de la justice reste pertinente et aussi des débouchés concrets. Alors, souvenez-vous de ce que nous disons habituellement, que nous avons un front militaire, un front diplomatique, un front judiciaire. Vous avez vu, la ministre d'État fait référence à ce qui s'est passé à la Cour africaine de droits et des peuples. N'oubliez pas qu'il y a, même si aujourd'hui on en reparlera peut-être avec la ministre d'État, le Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme est en phase, en tout cas une mission d'établissement de faits a été mise en place, même s'il y a des difficultés des financements, il y a une commission d'enquête qu'on n'a jamais eue en 30 ans. Il ne faut pas oublier aussi que la Cour pénale internationale avait déjà mis ses mains dans la pâte. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas considérer que la justice sera laissée de côté. À ces propos, je vous relis ce que le président de la République a dit dans son discours du 30 juin. L'accord signé à Washington ouvre de perspectives inédites. Il augure une ère de paix durable, de coopération régionale et de prospérité partagée. Il nous engage à reconstruire nos communautés, à revitaliser nos économies, à restaurer la dignité de chaque Congolais. Mais cette paix, aussi précieuse soit-elle, reste fragile. Elle exige de nous tous, gouvernements, citoyens, partenaires internationaux, un engagement indéfectible pour sa consolidation. Nous continuerons à exiger que justice soit rendue aux victimes et que les responsables des atrocités répondent de leurs actes. C'est le président de la République qui l'a dit dans son discours du 30 juin. C'est illustratif justement de notre engagement du point de vue du front judiciaire, parce que sans justice, on n'aura pas des garanties de non-répétition de ce que nous déplorons depuis 30 ans. On va prendre les questions de M. Israël Mutombo. Et puis ce sera Mme Alexandra Branjean de RSI.
Merci pour la parole. Est-ce que madame parle lingala ou on reste en français? Malheureusement, aujourd'hui, les questions se poseront en français. Je répondrai évidemment aux questions en lingala. Sur on votre reste en plateau, français, il n'y a plus pas de détails. souci. Voilà. Alors, je suis curieux, je reviens par rapport à la question des FDLR. Je veux savoir la neutralisation des FDLR et les désengagements des troupes rwandaises. Ce seront concomitamment, où il faut d'abord finir avec la neutralisation des FDLR avant et le début du retrait des troupes rwandaises. Ça, c'est la première question. La deuxième, pourquoi avoir quitté le cadre multilatéral pour une démarche bilatérale dès lors que plusieurs pays interviennent dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo? Et puis pour terminer, pourquoi avoir quitté les cadres multilatéraux? Quel cadre multilatéral la ministre d'État demande? Pour avoir un peu plus de précision sur votre question. C'est-à-dire, bien avant, il y a eu EAC SADC. Exactement. Évidemment. Parce qu'avant ça, il y avait loin. Exactement. c'est un peu Alors plus pour clair. terminer, j'aurais bien voulu qu'on lise dans l'accord le point 6. C'est de là que je ressors ma question. Le point 6, alinéa 1, intégration bilatérale. Intégration Bilatérale. Dans le cadre, le parti lance et barre ou élargisse la coopération sur des priorités communes, telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, les dérisquages des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans le lac Kivu et des chaînes de valeurs minières transparentes et formalisées de bout en bout, de la mine au métal transformé qui relie les deux pays en partenariat, les cas échéants avec le gouvernement et investisseurs des États-Unis. Par rapport à ça, je voudrais d'abord comprendre l'esprit de ce point, mais aussi la gestion conjointe sur les domaines miniers pour arriver à certifier nos matières minières. Était-il impérieux d'associer le Rwanda? Pardon? Encore plus fort. Je disais, la question, celle qui est liée à la gestion conjointe sur les domaines miniers, pour arriver à certifier nos matières minières, était-il impérieux d'associer le Rwanda? J'ai pris la question par rapport à l'article, le point 6, premier alinéa, que je viens de lire tout à l'heure. Voilà, merci. Donc, 3 questions. La première question sur la concomitance FDLR, retrait de mesures de défense. La deuxième question sur le processus bilatéral. La troisième sur le cadre d'intégration économique. Allez-y, Mineta. Merci beaucoup. Donc la question de la concomitance, encore une fois, j'ai essayé d'expliquer auparavant que le CONOPS reconnaît les préoccupations sécuritaires des deux pays et les traite justement de manière égale. C'est pour cela qu'il y a cette question cet aspect de concomitance. On ne peut pas parler, si vous voulez, d'une neutralisation des FDLR et ensuite d'un désengagement des forces. C'est comme pour dire qu'une question est plus importante que l'autre. C'est pour cela que cet aspect d'une concomitance est repris dans le CONOPS. Évidemment, la réalité est aussi... Concomitance en français facile. Concomitance, c'est en même temps. En même temps, on a le CONOPS est divisé en 3 phases. Chaque phase a 30 jours. Dans ces phases de 30 jours, on regarde côté FDLR, qu'est-ce qu'on va faire? Côté RDF ou côté forces armées rwandaises qui doivent se désengager, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Et là, maintenant, nos experts militaires et des renseignements se sont assis pour dire, bon, si on est dans une première phase, quelles sont les choses qu'on devra faire? D'abord, identifier des deux côtés, quel est l'effectif, quel est le point de départ. Ensuite, engager, par exemple, du côté des FDLR, des sensibilisations pour dire, ceux qui veulent, s'il vous plaît, rentrez chez vous, ça va nous faciliter la tâche. Du côté du désengagement des forces, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Quel est le dispositif en place? Quel est l'effectif? Et ensuite, on avance de manière graduelle. Maintenant, la réalité du terrain est aussi qu'on doit s'adapter à certaines réalités contextuelles. Ça veut dire, par exemple, quand on se projette dans une logique actuelle, parce que le CONOPS a été rédigé en octobre, et la situation a changé entre maintenant et octobre, on ne peut pas penser, par exemple, à une neutralisation, des FDLR sans une présence
des forces armées congolaises dans les zones où ils opèrent. Et donc, on ne peut pas penser à une neutralisation des FDLR sans un désengagement des forces armées rwandaises. Et donc, c'est justement là où nos experts militaires travaillent ensemble pour dire, si on veut atteindre tel objectif, eh bien, on doit être conscient que l'autre partie doit avancer sur certains points. Et c'est ça l'esprit de la concomitance, ou l'esprit du fait que tout se passe en même temps. On ne peut pas dire qu'on a un problème des FDLR si nous ne contrôlons pas les zones où elles sont supposées être opérationnelles. On ne peut pas dire non plus qu'on a un problème d'un désengagement des forces si nous ne sommes pas présents pour attester et confirmer le départ de ces forces. Et donc, évidemment, entre octobre et juillet 2024 et juillet 2025, il y a eu certains changements contextuels et on devra ajuster. Mais l'esprit reste le même. L'esprit reste le même. On respecte votre préoccupation, c'est les FDLR, pas de problème, on va s'en occuper. Mais vous respectez aussi la nôtre. Et c'est que vos militaires n'ont rien perdu chez nous, bye bye. Et donc, c'est ça l'esprit de la concomitance. Les deux parties doivent reconnaître la validité de leurs préoccupations sécuritaires. Est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix? Pour quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix? Bon, vous savez, si j'avais cette réponse, vraiment, je vous la donnerai évidemment, mais je la donnerai tout d'abord aux populations à l'Est, parce que ce sont elles qui sont les plus affectées. C'est une question à $1 million de dollars. Je n'ai pas la réponse à quand est-ce qu'on peut estimer le retour de la paix. Ce que moi je peux vous dire, c'est que du côté de la République démocratique du Congo, à travers la signature de cet accord, à travers tous les actes politiques que nous posons, à travers notre mobilisation, nous sommes déterminés à œuvrer pour un retour de la paix dans les plus brefs délais. Maintenant, la responsabilité, c'est une responsabilité partagée. Voilà, la question sur les multilatérales. Oui, la question sur le multilatéral, donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas continué dans le cadre SADC-EAC? Bon, vous savez, à un certain moment, il y a eu des engagements à plusieurs niveaux. Vous vous en souviendrez. On a eu d'abord le processus de Luanda, on devait avoir un sommet, et le président Kagame n'y a pas participé. On a eu ensuite plusieurs tentatives au niveau de la sous-région de trouver une solution. Il y a eu plusieurs accords qui ont été signés, plusieurs décisions, mais il n'y a pas eu de matérialisation. Et donc la raison pour laquelle ces cadres multilatéraux n'ont pas continué à être exploités, c'est parce qu'ils n'ont pas fourni de résultats. Et parce qu'on n'a pas le luxe de dire on va juste attendre jusqu'à ce qu'un bon jour on ait un résultat. Nous sommes le pays agressé, nous sommes le pays occupé, nos populations souffrent, nous n'avons pas le luxe du temps et de dire bon, on va maintenant gérer les égos des uns et des autres. Nous voulons des résultats et nous les voulons rapidement. Et nous les obtenons là où nous pouvons les obtenir. Et je pense que cet accord en est la preuve. La troisième question, alors c'était sur le point 6 justement. Et donc, sur s'il était nécessaire d'avoir le Rwanda associé dans la question de la certification. Oui, dans la certification. Donc, en fait, ce volet, c'est un accord quand même structurant de l'accord. C'est un aspect structurant de l'accord. Il propose transformer les questions sur lesquelles nous avons souvent eu des conflits en zone de coopération. Et donc l'idée, c'est justement d'aller d'un contexte dans lequel on s'accuse mutuellement vers un contexte justement où il y a plus de transparence et plus de visibilité. Quand il s'agit de la certification, il ne s'agit pas que du fait que le Rwanda va maintenant certifier nos minerais ou que nous allons certifier les minerais rwandais. On s'appuie sur les mécanismes qui existent, sur les mécanismes par exemple de la CIRGL pour dire justement si nous voulons que la question des ressources naturelles ne soit plus une question épineuse, si nous voulons aller au-delà des accusations mutuelles des uns et des autres, vous avez pris les nôtres, vous les vendez comme les vôtres, etc., nous devons renforcer cet aspect-là des mécanismes qui existent déjà au niveau de la région, à savoir les mécanismes aussi de certification. Et ça veut dire que, forcément, nous devons travailler ensemble avec le Rwanda, tout comme nous devons travailler avec d'autres pays de la région. Quand vous regardez la CIRGL, elle ne se limite pas au Rwanda et à la RDC. Mais elle a justement le mécanisme qui est le plus
utile, si vous voulez, et le plus probant pour cette question de certification et sur lequel je pense que nous allons devoir nous appuyer. Et donc pas exclusivement RDC-Rwanda, mais justement dans un caractère régional qui va bien au-delà. La question, c'est qu'ici, il s'agit d'un accord entre les deux pays. C'est pour cela qu'on parle explicitement des deux pays. Alors, je vais être plus concret sur cette question pour éviter justement toute ambiguïté. Le lac Kivu, nous avons le gaz dans le lac. Le lac qu'on les partage. Comment voulez-vous que sur la gestion du gaz qu'il y a dans le lac, un peu comme on a les pétroles dans les Graben albertines avec l'Ouganda, qu'il n'y ait pas des interactions? Première question, premier exemple. Deuxième exemple, le massif du Virunga, le parc de Virunga. C'est les mêmes massifs. Évidemment, il est plus grand, plus important à RDC et plus petit au Rwanda. On a des familles des gorilles qui vivent comme des humains. Lorsqu'il y a de coups de feu, ils se déplacent. Ils traversent dans les mêmes massifs pour se retrouver. Donc, vous voyez que c'est les questions qui ont été abordées ici, c'est des questions qui nous lient. Nous connaissons tous les motivations de la guerre. Vous avez vu qu'on a sanctionné la raffinerie de Gasabo au Rwanda par l'Union européenne parce qu'elle raffine de l'or qu'il n'y a pas chez eux. Et donc ici, il faut s'assurer que nous avons pris toutes les précautions qu'il faut. Souvenez-vous de ce que la Mineta a dit précédemment ici. Nous sortons de 30 ans des conflits. Nous avons de millions de morts. Et donc, même si nous devons nous engager dans le cadre d'un partenariat économique, cela ne peut jamais se faire sans tenir compte de tout ceci. Et donc, Israël Mutombo, soyez bien apaisés sur le sujet. Ce qui a été abordé ici, c'est des choses qui sont vécues au quotidien et pour lequel nous, comme République démocratique du Congo, dans le cadre d'une paix restaurée, on ne peut que voir comment mieux faire. On a parlé d'électricité aujourd'hui, même aujourd'hui, Sénélac. Je vous ai donné l'exemple du Sénélac, du courant qui est produit Ruzizi en RDC, mais qui est donné au Rwanda et au Burundi dans le cadre d'un projet d'intégration qui a été mené par la CEPGL. Donc ici, il faut bien lire ce qui a été dit et le garder dans le contexte précis parce que vous avez des exemples des réalités qui sont déjà vécues sur terrain. On va prendre la prochaine question aussi. Comment nous sommes arrivés à signer l'accord avec le Rwanda alors que la démarche était celle de rechercher la sécurisation? Je crois que ici, Israël, on ne va pas refaire l'émission. La Mineta a dit que c'est un accord de paix. On a signé un accord de paix. Dans cet accord, on a énoncé des principes, notamment le principe de l'intégration économique. Et dans les principes d'intégration économique, on a parlé d'une intégration régionale, on a parlé de ce qui est bilatéral en partant de l'existant. Il faut bien comprendre cela pour que cela ne soit pas un élément de confusion. On aura l'occasion, je viendrai sur votre plateau pour aller plus en détail, parce que je pense que vous-même, vous avez des susceptibilités sur le sujet. Mais ici, comme le président de la République l'a dit en début de cette émission, aucune ressource de la RDC ne sera brandée. Madame Alexandra Branjon, allez-y s'il vous plaît. Et puis ce sera Eric Izami. Et puis on prendra la dernière question pour terminer. Madame la ministre, bonsoir. Monsieur le ministre, une question à nouveau sur les FDLR. Comment est-ce que vous comptez neutraliser ces FDLR? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les forces armées congolaises ont les moyens de le faire, sachant que ces groupes armés sont souvent dans des zones contrôlées par les M23? Est-ce que vous avez identifié des difficultés pour le faire? Est-ce que vous souhaitez une assistance étrangère? Tout à l'heure, vous parliez de la MONUSCO. Et enfin, est-ce qu'une opération conjointe avec l'armée rwandaise pourrait être envisagée? Merci. Merci beaucoup. Alors la question des FDLR et leur neutralisation, évidemment, je pense tout d'abord qu'on doit se référer à toutes les expériences antérieures que nous avons déjà accumulées en République démocratique du Congo et donc à une certaine expertise, si vous voulez, dans la question, raison pour laquelle, pour nous, il s'agit surtout d'éléments résiduels des FDLR. Je pense qu'on a vu quand même, au fil des années, une réduction quand même assez sensible par rapport au nombre des effectifs des FDLR, suite aussi aux opérations, aux différentes opérations et différents efforts qui ont été menés par la République démocratique du Congo. Donc, quand il s'agit de la
question justement de comment s'y prendre, comme je l'ai évoqué au début, il s'agit tout d'abord de sensibiliser les FDLR qui sont rwandais sur la possibilité de retourner chez eux et la possibilité d'y être pris en charge à travers la commission de démobilisation du Rwanda et d'être réintégrés dans la société rwandaise. C'est le premier pas. Et nous l'avons toujours observé dans d'autres efforts, si vous voulez, pour gérer la question des FDLR. Évidemment, tout cela va de manière crescendo, si vous voulez, ou séquentielle, en fonction justement du succès de cette première étape. Si nous voyons que c'est une étape qui a beaucoup de succès et qu'il ne s'agit plus que des poches de résistance, évidemment, encore une fois, avec plus d'insistance, on va essayer de motiver les FDLR à retourner chez eux et ceux qui ne voudront pas se rendre, évidemment, feront face à des opérations militaires. Chose que nous avons déjà eue en République démocratique du Congo, encore une fois, dans des formats différents et à chaque fois adaptés, si vous voulez. Nous l'avons eu dans le format d'opération conjointe avec la MONUSCO, et ça avec une implication variée de la MONUSCO. Nous l'avons eu aussi dans le cadre des opérations Umoja Wetu avec les forces armées rwandaises. Donc encore une fois, nous avons une panoplie d'expériences sur laquelle nous pouvons nous appuyer. La question de la capacité des forces armées congolaises à faire face à la présence des FDLR. Bon, déjà, elle ne relève pas de mon domaine, mais je peux vous assurer que la défense, pendant ces derniers mois et pendant ces dernières années, s'est justement concentrée sur son efficacité et sur justement le besoin d'être plus performante. Et donc, je peux très bien m'imaginer que dans ce cadre d'opération aussi stratégique, d'une portée si importante pour la République, que nous n'allons pas avoir de doute sur la performance, la capacité de performance de nos forces armées. Maintenant, la question sur la possibilité d'opérations conjointes entre la République démocratique du Congo et les forces armées rwandaises, cette question n'a pas été évoquée et elle n'est pas encore sous examen ou elle n'est pas prévue d'être examinée, en tout cas dans les jours à venir. Nous nous concentrons sur nos propres capacités, à être à la hauteur de ce défi et sur notre détermination, au besoin associer des partenaires internationaux comme peut-être la MONUSCO, si le besoin est ressenti et évidemment en coordination avec ces acteurs. Mais pour l'instant, il n'y a pas de plan quelconque de le faire conjointement avec les forces armées rwandaises. Je pense que pour l'instant, on se concentre plutôt sur leur départ définitif. Merci, bien dit. Éric Izami. Merci de la parole. Je voudrais globalement féliciter votre activisme dans votre gouvernement pour rechercher la paix, parce que la paix est essentielle. Alors la question, la première, c'est de revenir sur ce qu'a évoqué ici mon confrère Israël Mutombo, mais je voudrais être beaucoup plus concret. Nous parlons de l'accord de paix. Existe-t-il dans cet accord une coopération minière entre le Congo-Kinshasa et le Rwanda? Ou existe-t-il un projet conjoint dans ces sens? Nous avons besoin de réponses à propos. Le 1.23, deuxième question. Le 1.23 exige pour poursuivre avec les pourparlers au niveau de Doha que Kinshasa puisse donner oui choses. Entre autres, il y a notamment la levée de poursuite de certains de leurs cadres. Qu'est-ce que votre gouvernement en dit? Et puis pour terminer, c'est la question au ministre Mouyaya. Je suis congolais, avant d'être journaliste, donc je partage votre avis que d'aller vers la paix. Mais vous nous expliquez de manière bien tout ce qui a été fait au niveau des États-Unis. Mais nous ne sommes pas en face de gens qui sont ou qui ont toujours fait preuve de bonne foi. Je voudrais, moi, garder en éveil mon sens critique. Alors je pose la question. Qu'est-ce que le gouvernement congolais prévoit pour que ce que vous nous expliquez aujourd'hui ne puisse pas être détourné par notre voisin, le Rwanda, qui depuis toujours crée toujours la petite bête pour nous faire de problèmes? Je crois que c'est une question qui est toute simple. On ne peut pas comparer les deux pays. Parce qu'ici, nous avons une opinion qui s'exprime dans sa diversité, dans sa pluralité, y compris sur des sujets où les gens n'ont pas toujours l'expertise qu'il faut.
il faut considérer avec la signature de cet accord que nous avons une ouverture pour aller vers la paix. Je vous ai rappelé ce que le président de la République a dit ici. Aujourd'hui, tout ce qui faisait l'objet des discussions, tout ce qui faisait l'objet d'affrontements entre les deux pays a été coulé sur l'accord. Et dans cet accord, le Rwanda s'est engagé comme la RDC. C'est pour ça que tous ceux qui donnent des avis dans un sens ou dans un autre, ils doivent se rendre compte que nous avons sur un papier l'engagement du Rwanda fait à la Maison-Blanche devant le président américain qu'on peut considérer comme un des garants de ce qui a été convenu. Aujourd'hui, nous, on n'a pas le temps, la ministre d'État est là, d'aller dans la polémique, là où nous voulons nous assurer que des vies humaines sont sauvées, que des femmes sont moins violées, que les enfants peuvent aller à l'école dans les bonnes conditions. Et cet accord ouvre cette voie. Et donc, il faut considérer que nous tous, un peu dans l'esprit de l'appel qui a été lancé le 25 avril, qui est évoqué dans les préambules de l'accord, nous tous, nous devons contribuer où nous sommes pour aller vers la paix. Donc, on va quitter le terrain de la polémique qui ne construit pas et on va nous tous nous assurer que le Rwanda qui s'est engagé dans cet accord doit, pour sa part, y contribuer autant que nous allons le faire. C'est à ces prix qu'on va montrer le caractère républicain et notre envie de parvenir à une paix dans la région. Voilà ce que je peux dire à ces propos. Madame la ministre d'État. Merci. Donc, je reprends les deux premières questions. La première question était, est-ce qu'il y a dans cet accord une disposition sur un accord minier entre la RDC et le Rwanda? Non. Lisez l'accord. Et vous pouvez lire l'accord. La deuxième question, les 8 conditions du M23. Comme vous l'avez évoqué, en effet, il y a le processus Doha qui est encore en cours. Apparemment, le M23 a jugé opportun de s'adresser, ou de prendre parole aujourd'hui, si je ne me trompe pas, pour évoquer 8 doléances qu'ils auraient. Je pense que ce sont des conversations qui ont lieu dans le cadre du processus de Doha et qui doivent continuer dans le cadre du processus de Doha. Nous n'allons pas nous prononcer là-dessus. Nous avons traité tous les processus, que ce soit le processus de Luanda, que ce soit le processus de Washington DC ou le processus de Doha, avec professionnalisme et respect envers les facilitateurs, avec discrétion, pour justement contribuer à un environnement propice pour avoir des discussions fructueuses. Nous allons maintenir cette posture. Ces conversations-là ont lieu à Doha, elles continuent à Doha. Merci. Voilà, Madame la ministre d'État, je pense que nous avons couvert tous les sujets. Les questions, elles peuvent encore continuer. Nous irons sur des plateaux. Non, je pense que dans l'exercice de ce soir, nous avons voulu être pédagogiques. Nous sommes là, d'ailleurs, nous avons débordé sur le temps du journal de la RTNC. Sauf, si vous voulez, dans 2-3 minutes, on peut prendre 2 petites questions en série et on nous répond une fois pour toutes pour clôturer. Très rapidement, parce que je vous en prie, on va prendre la question de Madame Gino Rehema et de Monsieur Lufrance. Alors, des questions qu'on nous prendrons en série et nous répondrons une fois pour toutes, s'il vous plaît. On commence par Monsieur Kouzike et on termine par Madame Gino Tabou. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole a été démocratisée. Madame, j'ai constaté que vous avez du mal à vous débarrasser des textes. Il faut poser des questions. Oui, s'il vous plaît. Posez votre question. Ce n'est pas une tribune pour des interventions. Vous posez votre question. On viendra dans votre plateau pour donner les détails. Mais ici, il faut poser votre question et on vous donne une réponse. Excellence, Madame la ministre d'État, nous sommes ici dans une matière précise de négociations en sociologie des conflits. Ça signifie que pour que nous tombions dans un consensus, il faut que chacune des parties perde une chose et gagne une autre. Vous pouvez nous dire et dire aux Congolais ce que le Congo a perdu en signant cet accord et ce qu'il a gagné, ce que le Rwanda a perdu dans cet accord, ce qu'il a gagné. Et la deuxième question, comment les facilitateurs, dont les États-Unis d'Amérique qui interviennent à titre de facilitation, sortent
en tant que partie qui signe l'accord. Pourtant, le facilitateur n'est pas partie prenante aux négociations. À quel titre est-il ou sont-ils intervenus, les États-Unis, pour demain signer cet accord en tant que partie prenante au conflit? Okay. Alors, la dernière question, je termine. Non, c'est Excusez-moi, monsieur deux le ministre. questions. Madame, s'il vous plaît. Madame Dino. La dernière. Merci beaucoup. Merci, monsieur. On viendra dans votre plateau, S'il vous monsieur plaît, madame. Kouzikessa, s'il vous plaît. Allez, Dino Tabo, allez-y. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci Ma question, aux États-Unis, il y a eu des engagements qui ont été pris par la RDC et le Rwanda. La RDC a pris aussi l'engagement de neutraliser les FDLR. Je reviens sur cette question. Alors, je voudrais savoir où se trouvent ces FDLR. Vous les localisez où? Et aussi, ils sont estimés au nombre de combien? La deuxième question, M. Boulos a déclaré dans une interview, il a confirmé l'influence du Rwanda sur les M23. En même temps, il a dit que l'accord de paix conclu vise à mettre fin aux 3 décennies de conflit en appelant au désarmement de groupes rebelles tels que les M23 et à la coopération économique régionale. Alors, ma question, comment nous pouvons comprendre cet aspect de la coopération économique? Donc, c'est-à-dire comment se fera cette vous revenez sur une coopération question économique? qui a déjà été posée et reposée. Permettez que sur cette question, la ministre d'État ne réponde pas parce que nous en avons parlé abondamment. Sur la question de la localisation des FDLR, comprenez aussi qu'ici, il y a des questions qui relèvent de la stratégie militaire. La ministre d'État pourra faire un commentaire, mais aussi de ce point de vue, il faut considérer qu'on ne peut pas s'étendre sur d'autres aspects parce que c'est des aspects qui relèvent justement même pas du ressort de la première diplomate après le président de la République, mais des états-majors de nos forces armées. Madame la ministre d'État, pour les questions qui vous ont été destinées. Parfait, merci beaucoup. Alors la première question, qu'est-ce que la RDC a perdu et qu'est-ce que la RDC a gagné? Et idem pour le Rwanda. Écoutez, encore une fois, je ne voudrais pas verser dans des interprétations politiques. Comme le ministre Mouyaya l'a expliqué, nous sommes dans un exercice pédagogique, nous sommes dans un exercice d'explication de l'accord. Si on parle de gains et de pertes, c'est une interprétation, si vous voulez, de cet accord, et je trouve que cela pourrait être extrêmement subjectif. Concentrons-nous donc sur ce que nous avons noir sur blanc et pas sur ce que nous croyons voir. Je pense quand même que ce que nous avons gagné, et je veux me concentrer sur les gains, je veux être optimiste justement. Ce que nous avons gagné, ce que nous avons obtenu, c'est un accord clair, c'est un accord qui responsabilise les deux parties, c'est un accord avec un garant, et ça m'amène à la deuxième question dont vous avez parlé, que vous avez évoqué, un garant qui est prêt à se mobiliser aussi pour assurer le suivi de cet accord et sa mise en œuvre effective. La deuxième question, à quel titre est-ce que les États-Unis d'Amérique ont signé? Eh bien, au même titre que l'Angola aurait signé, au même titre que les pays de la SADC auraient signé, au même titre que le Qatar va signer, en tant que facilitateur, évidemment. C'est un document juridique, on ne peut pas juste laisser les deux parties signer. Il y a cet engagement aussi du facilitateur qui doit se matérialiser à travers une signature, et donc c'est justement pour cette raison que les États-Unis d'Amérique ont signé, parce qu'ils ont justement ce rôle de facilitateur. En même temps, vous vous en souviendrez peut-être, pendant la cérémonie de signature, il y avait d'autres participants qui ont aussi contribué à ces efforts, mais peut-être que cela ne s'est pas manifesté à travers une signature, à savoir le président de la Commission de l'Union africaine, à savoir le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères du Qatar, à savoir aussi le ministre des Affaires étrangères du Togo. Juste pour vous montrer justement que cet accord est le fruit de plusieurs efforts, mais spécifiquement dans ce cas-ci, le fruit aussi d'une facilitation assumée par les États-Unis d'Amérique, et donc à juste titre, ils ont signé cet accord avec nous dans leur qualité de facilitateur, tout comme ça aurait été le cas si cet accord avait été signé en Polynésie ou je sais pas, en Indonésie ou n'importe quel autre pays du monde. Quand un pays est facilitateur, il a aussi cette responsabilité-là d'apposer sa signature à cet accord. La troisième question, c'était sur les FDLR, sur les effectifs des FDLR, sur le positionnement des FDLR. Comme le ministre l'a indiqué, nous n'allons pas pouvoir nous pencher sur ce genre de détails opérationnels.
Mais ça nous ramène encore une fois au rôle du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité qui justement a ce travail-là, d'établir, si vous voulez, un point de départ, d'établir une compréhension partagée. Où sont-ils? À combien sont-ils? Quelle est la réelle menace qu'ils représentent? Tout comme pour la question du désengagement des forces, ce travail-là devra aussi se faire. Quels sont les effectifs dont nous parlons? Où sont-ils positionnés? Si nous voulons passer à la mise en œuvre de ce CONOPS, évidemment, comme vous l'évoquez, ces questions sont tout à fait légitimes et pertinentes et vont être justement au cœur du travail de ce mécanisme qui va être mis en place. Nous n'allons peut-être pas tous avoir les détails de ces informations, mais pour que ce travail se fasse de manière efficace, il devra y avoir un point de départ qui permettra justement d'évaluer le progrès et le succès des efforts et des opérations respectives. Voilà, Madame la ministre d'État, nous avons en tout cas terminé cet exercice pédagogique. Il était lent, mais comprenez qu'il y avait... Il était aussi pédagogique pour moi. Voilà, qu'il y avait beaucoup de questions et qu'il était important que le peuple congolais puisse être fixé et édifié de cet accord qui a été obtenu évidemment grâce aux efforts diplomatiques portés par les présidents de la République lui-même, la Première ministre, la Mineta et toute l'équipe, parce que finalement c'est un travail qui a été fait par plusieurs. C'est un point de départ. Madame la ministre d'État, quels peuvent être vos mots pour terminer l'exercice de ce soir? Tout à fait. Je pense que le mot important ou l'expression importante ici, c'est effectivement un point de départ. Comme je l'ai dit à Washington DC, c'est maintenant que le vrai travail commence. C'est un travail qui nous concerne tous en tant que Congolais et Congolaises, en tant que citoyens engagés, que nous soyons membres du gouvernement, que nous soyons membres de la société civile, de la presse, ou citoyens engagés et épris du souci de voir la paix se matérialiser dans notre pays. Notre travail à nous tous commence maintenant, à commencer par l'appropriation de cet accord, sa compréhension, sa lecture évidemment, la curiosité qui devrait nous animer justement, devrait nous encourager aussi à avoir des conversations les uns avec les autres pour mieux comprendre cet accord, mais aussi se pencher concrètement sur les réalités qui doivent rapidement se transformer, en particulier dans les zones encore sous occupation à l'est de la République démocratique du Congo. Donc ce n'est qu'un début, c'est le premier pas et nous allons continuer à avancer vers la mise en œuvre de cet accord, mais surtout aussi vers une paix durable, vers un développement durable et vers une pacification continue de la partie est de notre pays et évidemment de la région des Grands Lacs. Merci beaucoup. Voilà, merci Madame la ministre d'État. Pour terminer, je sais qu'il y a encore beaucoup de questions. On n'a pas pris de questions à Lingala ce soir, mais Flavien Roussaki, on fera une émission à Lingala, ou Peter Tiani, on fera des émissions, parce qu'il nous faut apporter de la pédagogie pour qu'il y ait de la compréhension de ce qui a été convenu. On fera des émissions en Swahili, on fera des émissions en Chiluba, pour être sûr que tous les Congolais, partout où nous nous trouvons, nous nous imprégnons de ce qui a été fait. Nous pouvons comprendre que nous sommes dans un contexte pluriel, nous sommes dans un contexte où tout le monde a ses opinions, mais dans ce qui a été fait pour l'aboutissement de cet accord qui n'est qu'une ouverture vers la paix, beaucoup de sacrifices ont été consentis et comme on l'a dit et répété, aucun intérêt de la République n'a été bradé. On a parlé du Rwanda, on connaît les dénis du Rwanda sur son rôle à RDC, mais nous avons été avec eux à table, on a signé. Il n'y a pas meilleure preuve que c'est l'autre partie en conflit. Et donc, donnons-nous nous-mêmes la chance de voir la paix revenir dans ces parties du territoire et nous comptons sur vous, justement, les médias, pour contribuer à une meilleure explication et nous vous disons déjà notre disponibilité pour continuer à apporter dans le cadre de notre devoir de redevabilité sur lequel insiste beaucoup la Première ministre et les présidents de la République pour que le Congolais puisse être pleinement édifié sur ce qui s'est fait, évidemment, que vous serez tenu au courant de prochains exercices pour lesquels nous souhaiterons votre accompagnement et votre contribution. Madame la ministre d'État, merci énormément d'avoir donné de votre temps pour l'exercice de ce soir. J'espère que vous serez disponible, comme toujours, pour d'autres exercices de redevabilité. Volontiers. Peut-être cette fois-là, ce sera en Chiluba. Peut-être. Ok. Merci beaucoup et donc bonne soirée.